Vous voilà enfin arrivé. Le soleil darde ses rayons ardents et la soif vous tenaille. Votre esprit ne peut s'empêcher de penser à l'eau et aux ossements qui gisent sous vos pieds. Vous errez à travers le Sahara, le plus vaste désert chaud de la planète. En ce moment, vous traversez une étendue de sable appelée la vallée des baleines. Sur ces 200 km², le sol est si densément parsemé de fossiles qu'il est impossible de ne pas marcher dessus. Le paléontologue Hesham Salam décrit cette scène comme typique de la région. Les ossements émergent des falaises, semblant presque vous inviter à les examiner. Des côtes éparpillées jonchent le sol, et ces vertèbres gigantesques attirent votre regard. Imaginez la créature à laquelle elles appartenaient. Elles pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Les fossiles révèlent un corps profilé rappelant celui des baleines modernes, tout en conservant des traits ancestraux, tels que des pattes arrière et des pieds. Pour les scientifiques, cela pourrait indiquer la découverte d'un squelette complet d'une baleine préhistorique, une créature qui peuplait cette région lorsque l'Égypte était submergée par les eaux. Aujourd'hui, la vallée des baleines constitue le plus grand cimetière mondial de baleines anciennes. Vous pourriez vous interroger sur la présence de créatures marines en plein désert, à plus de 100 km de la côte la plus proche. Eh bien, il y a des millions d'années, ce désert formait le fond d'un immense océan, la Thétis, qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde. Lorsque le niveau des eaux a baissé, l'océan a laissé derrière lui un ancien fond marin, désormais jonché de fossiles. Les fossiles de certaines des plus anciennes espèces de baleines connues reposent ici, offrant aux chercheurs une perspective unique sur l'évolution des gigantesques cétacés modernes. Ces vestiges sont d'une précision remarquable, certains conservant même des contenus stomacaux intacts. Les scientifiques ont également mis au jour des fossiles d'anciens requins, crocodiles et tortues, permettant de reconstituer l'apparence de ce monde marin disparu depuis des millions d'années. Les premiers ossements de baleines furent découverts en 1902, mais ce n'est qu'à partir des années 80 que la région fut réellement explorée, lorsque son accès s'améliora. Malheureusement, avant que le site ne bénéficie d'une protection officielle, plusieurs vestiges furent prélevés par des collectionneurs. La majorité des fossiles, à peine enfouis sous la surface, sont progressivement mis au jour par l'érosion. La vallée des baleines offre une fenêtre fascinante sur des millions d'années de vie côtière ancienne. Mais avançons davantage. Les fossiles d'anciennes baleines ne constituent pas l'unique découverte qui vous attend aujourd'hui. Pendant plus de 150 ans, les scientifiques ont été intrigués par une créature étrange ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à d'exceptionnels fossiles mis au jour au Maroc, le mystère est enfin résolu. Regardez plutôt, ces créatures portent le nom de stylophores. Elles ressemblaient à une armure aplatie d'où émergeait un long bras. Les chercheurs ont découvert ces spécimens en 2014 et ont été stupéfaits. Les fossiles remontaient à environ 478 millions d'années. Près de 450 spécimens ont été retrouvés et, fait rarissime, certains présentaient encore des tissus mous préservés. Jusqu'alors, les stylophores étaient uniquement connus via leur partie dure et, initialement, les scientifiques les considéraient comme de simples échinodermes, à l'image des oursins et des étoiles de mer. Mais de récentes découvertes révèlent qu'ils possédaient un corps central et un bras nourricier, semblable à celui des étoiles de mer, équipés d'un système vasculaire aquifère facilitant leur déplacement et leur alimentation. Cette découverte met fin à un débat de longue date concernant la place des stylophores dans l'arbre phylogénétique. Nous savons désormais qu'ils sont apparentés aux échinodermes, mais qu'ils s'en distinguent par l'absence d'une symétrie à 5 rayons. Venez admirer ce fossile gigantesque. Découvert dans le Sahara, il a permis aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur le spinosaure, le plus grand dinosaure carnivore connu. Ces vestiges, datant de 95 millions d'années, confirment qu'il s'agissait aussi du premier dinosaure nageur identifié. Le spinosaure possédait des pieds plats en forme de pagaie et des narines situées au sommet de son crâne, semblables à celui d'un crocodile, des caractéristiques idéales pour la vie aquatique. Ce dinosaure étonnant, avec son long cou, son tronc, sa queue et une crête de 2 mètres sur le dos, passait vraisemblablement beaucoup de temps dans l'eau. Avec une longueur dépassant les 15 mètres, il pourrait même avoir été plus imposant que le tyrannosaure. Les premiers restes de spinosaures ont été découverts en Égypte il y a environ un siècle, mais ce n'est qu'avec ce fossile marocain que les scientifiques ont pu reconstruire l'anatomie de cet incroyable dinosaure. Les chercheurs ont porté une attention particulière à ses membres postérieurs raccourcis et à ses larges griffes, des adaptations typiques de la vie aquatique. Son museau allongé et la densité de ses os confirment également ses aptitudes de nageur.
tandis que sa crête devait probablement jouer un rôle dans l'attraction de partenaires. Et salut beau gosse! Voici une autre découverte impressionnante réalisée en Tunisie. Des restes de Machimosaurus rex. Considéré jusqu'à présent comme le plus grand crocodile jamais identifié, ce reptile ancien mesurait près de 10 mètres de long pour un poids d'environ 3 tonnes. Il régnait en prédateur dominant il y a environ 130 millions d'années, avec un crâne mesurant plus d'1,50 m. Cette découverte est significative, car elle prouve que ces crocodiles ont survécu bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Avant cela, les scientifiques estimaient qu'ils avaient disparu lors d'un épisode mineur d'extinction entre les périodes Jurassique et Crétacé. Revenons au fait que le Sahara, autrefois recouvert d'eau, abritait certaines des créatures marines les plus gigantesques jamais connues. Une étude parue dans le bulletin du Muséum américain d'histoire naturelle mentionne un ancien plan d'eau appelé la voie maritime transsaharienne. Il aurait existé entre 100 et 50 millions d'années auparavant et s'étendait sur une partie de l'Afrique de l'Ouest. Les scientifiques ont passé près de 2 décennies à reconstituer cet écosystème préhistorique. Ils ont découvert qu'il était chaud et peu profond, accueillant des créatures terrifiantes telles que des silures d'1,50 m et des serpents de mer de 12 mètres. Effrayant, non? Ce réseau maritime, isolé des grands océans pendant de longues périodes, aurait favorisé l'augmentation de la taille de ses prédateurs, grâce à une disponibilité constante des ressources. C'est un cas classique d'évolution, conduisant au phénomène que les scientifiques nomment gigantisme, dans des environnements isolés. Par ailleurs, toute cette eau n'a pas disparu sans laisser de traces. Sous les dunes du Sahara, les chercheurs ont mis au jour un gigantesque lac ancien surnommé Mégalac, un nom bien mérité. Ce lac s'est formé il y a environ 250 000 ans, lorsque le Nil a inondé l'est du Sahara. À son apogée, il couvrait plus de 100 000 km², soit environ la moitié de la superficie du Kansas. Les scientifiques ont également découvert des traces d'un lac plus petit, situé à 150 km à l'ouest du Nil, à un niveau légèrement inférieur et couvrant près de 50 000 km². Tout cela s'ajoute aux preuves croissantes qu'il existait jadis de nombreux lacs en Afrique du Nord, lesquels auraient pu former des routes de migration, facilitant ainsi les déplacements des premiers humains à travers le continent. Le Sahara ne recèle pas seulement des fossiles d'animaux étranges. En mai 2020, des roches inhabituelles, ornées de cristaux verdâtres, ont été découvertes dans une région sablonneuse du sud de l'Algérie. Après analyse, les scientifiques ont conclu que ces roches ne provenaient pas de la Terre, mais étaient en réalité des fragments d'une météorite baptisée Erg Chech 0023. Cette météorite est extrêmement ancienne, étant considérée comme la plus vieille roche volcanique jamais trouvée. Elle s'est formée il y a des milliards d'années, dans le cœur incandescent d'une protoplanète aujourd'hui disparue. Une étude récente, publiée dans Nature Communications, a révélé que l'analyse des isotopes de plomb et d'uranium présents dans Erg Chech 002 a permis de la dater à plus de 4,5 milliards d'années. Une autre découverte intrigante réalisée dans le Sahara s'est avérée totalement inattendue. Les scientifiques y ont mis au jour ce qu'ils estiment être les couleurs les plus anciennes au monde, d'un rose éclatant. Ces pigments, extraits de roches vieilles d'environ 1,1 milliard d'années, proviennent de micro-organismes, à une époque où les animaux n'existaient pas encore. Cette découverte a été réalisée par un doctorant, qui a broyé les roches anciennes et étudié leurs pigments. Ces derniers se sont avérés être une chlorophylle ancienne issue d'organismes photosynthétiques qui vivaient dans un océan depuis longtemps disparu. Les chercheurs sont désormais convaincus que cette découverte pourrait nous éclairer sur la raison pour laquelle des organismes plus grands et plus complexes sont apparus bien plus tard dans notre histoire. Avant que ces pigments roses ne soient découverts, les scientifiques ignoraient ce qui freinait l'évolution des grands animaux dans la chaîne alimentaire. Ils comprennent désormais que des cyanobactéries microscopiques se trouvaient à la base de cette chaîne. Cette découverte ne se limite pas à l'identification de pigments anciens, mais représente une avancée majeure dans la compréhension de l'histoire de la vie sur notre planète. Vous survolez le désert du Sahara à bord d'un petit avion léger lorsque vous apercevez quelque chose de vraiment étrange. Cela semble appartenir à un monde très différent de celui qui se trouve sous vos yeux, à l'océan. Mais quel océan peut être assez grand pour abriter une étoile de mer aussi monstrueuse? Vous descendez et vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une étoile de mer, mais d'une dune imposante dont la forme est tout à fait unique.
et il y en a d'autres. De loin, ces magnifiques structures de sable ressemblent un peu à des pyramides. Elles ont un sommet pointu et des branches en étoile. Portant le nom de dunes étoilées, ce sont les plus grandes et les plus complexes dunes au monde. Les chercheurs ont découvert des formations similaires sur Mars, et même sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Les dunes étoilées ne sont pas très rares. Elles sont particulièrement répandues dans le sud-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie. C'est cette région que vous êtes en train de survoler, et la dune qui vous émerveille se nomme Lala Lalia. Il s'agit probablement de la plus célèbre d'entre elles. Une géante de 100 mètres de haut, les scientifiques pensent qu'elle s'est formée en moins d'1 millier d'années. Que diriez-vous d'aller explorer ces formations singulières? Voilà un endroit idéal pour atterrir. Les dunes étoilées doivent bien sûr leur nom à leur forme. On les trouve dans les régions où les vents changent de direction tout au long de l'année. Présentes à différents endroits de notre planète, il n'existe toutefois qu'une seule dune étoilée officielle dans le registre des roches, où sont consignées toutes les données géologiques relatives à l'évolution de la Terre. La dune étoilée en question se trouve en Écosse, et elle est très ancienne. Elle a environ 250 millions d'années. C'est tout ce que nous savons au sujet de ces formations si étranges, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut chercher pour les identifier. Autre problème, les dunes étoilées se forment souvent dans des endroits reculés, ce qui les rend extrêmement difficiles à étudier. Imaginez que vous atteigniez le village le plus proche, que vous parcouriez ensuite je ne sais combien de kilomètres jusqu'à la dune elle-même, et que vous ayez ensuite à gravir plusieurs centaines de mètres de sable glissant. Tenteriez-vous l'aventure? Mais puisque vous avez déjà atterri et que la dune se trouve juste devant vous, pourquoi pas? Après tout, vous voilà arrivé dans un champ de dunes appelé Erg Shebi. Heureusement pour vous, cette zone est depuis longtemps un lieu de passage très fréquenté par les touristes. Regardez, au loin, il y a des hôtels et même une route praticable. Les scientifiques qui ont examiné Lala Lalia avant vous ont utilisé un géoradar pour en savoir plus sur cette formation de sable. Ce radar permet de détecter les plus infimes différences de taille entre les grains de sable ainsi que la teneur en eau sous la surface de la dune. Voilà comment il est possible de créer une image des couches intérieures de la dune. Attention, il s'en est fallu de peu. Vous voyez cette tranchée? Les chercheurs l'ont creusée pour y prélever des échantillons de sables enfouis et les analyser. Un processus vraiment intéressant. En effet, lorsqu'il est enfoui profondément, le quartz contenu dans le sable absorbe les radiations provenant des sources naturelles de notre planète. On peut donc comparer les grains de quartz à de minuscules batteries rechargeables. Ils peuvent stocker l'énergie qu'ils tirent de ces radiations. Une fois rentrés dans leur laboratoire, les chercheurs font en sorte que les grains libèrent cette énergie, qui se manifeste sous la forme de lumière. Les scientifiques mesurent ensuite cette luminosité, ce qui leur indique quand le sable a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil. Lorsque les experts qui ont creusé ces tranchées ont regardé à l'intérieur de Lala Lalia, ils ont été stupéfaits. L'énorme formation était en fait très jeune, pour une dune bien sûr. On s'attendrait à ce qu'une dune de plusieurs centaines de mètres de haut soit assez ancienne, c'est-à-dire qu'elle date de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années. Mais ce n'est pas le cas ici. La partie supérieure de la dune a eu 900 ans tout récemment. Mais regardez le sable près de la base de la dune, oui, juste là. Il a été enfoui il y a environ 12 ou 13 000 ans, comme les plus anciennes dunes de la région. Ces vieilles dunes ont été actives pendant quelques milliers d'années, puis quelque chose a mal tourné. Pendant 8000 ans, le sable ne s'est plus accumulé à cet endroit. Un mystère? Les scientifiques ont peut-être une explication. Une première période de calme a eu lieu à une époque où le climat était chaud et humide. Oui, nous parlons bien du Sahara. Cela remonte à environ 11 700 ans. C'était la fin de la dernière période glaciaire et le début d'une nouvelle ère, l'Holocène. Et devinez quoi? Le Sahara est alors devenu vert. Il a commencé à fleurir comme un joli jardin botanique. Des plantes ont commencé à pousser un peu partout, stabilisant le sable. Si vous aviez visité la région à cette époque, vous ne l'auriez pas reconnu. En revanche, vous auriez probablement croisé des humains errant de marécage en marécage et chassant pour se nourrir. Des chercheurs ont trouvé des fragments de poterie et des outils en pierre sur l'un des versants de Lala Lalia. Oui, les dunes de sable se forment et se déplacent tout au long de leur vie, engloutissant et protégeant les vestiges que nous laissons sur notre passage.
Il vous suffit de creuser suffisamment et vous trouverez quelque chose qui vous ouvrira une fenêtre sur le passé. Il peut s'agir de fossiles anciens, de coquillages, de coraux ou de plantes préhistoriques. Ces fossiles nous fournissent des informations précieuses sur l'histoire de notre planète et sur les êtres qui ont habité ces régions. Cela peut paraître surprenant, mais dans le désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des reptiles marins et des poissons fossilisés bien préservés dans les couches inférieures de ces anciennes dunes de sable. Ce sont les vestiges de l'époque où la mer recouvrait le Sahara il y a des millions d'années. Quoi qu'il en soit, si vous voulez survivre, il est temps de quitter cet ancien paradis. Il y a 4000 ans, la période humide s'est achevée et le Sahara s'est à nouveau asséché. Notons que notre dune n'a pas commencé à se former tout de suite. Pendant un certain temps, le sable s'est déplacé ici et là, mais ne s'est pas accumulé. Il est également possible que la dune ait commencé à se développer à un autre endroit. C'est une théorie intéressante. Les scientifiques ont en effet récemment découvert que l'Alia, se déplace d'environ 1 demi-mètre par an et qu'elle accumule environ 6400 tonnes de sable chaque année. Si votre voyage dans les dunes vous a inspiré et que vous souhaitez maintenant en explorer d'autres, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hélas, même s'il existe des dunes étoilées un peu partout dans le monde, elles sont très difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, mais qu'elles n'ont pas de signes distinctifs. Il vous faut donc de très grands lits de roches exposés si vous voulez avoir une vue suffisamment large pour identifier une dune étoilée. Et il existe certainement des endroits où il est possible d'effectuer de telles recherches. Mais il vous faudra savoir reconnaître tout un ensemble de caractéristiques diverses. Et en étant très attentif et en étudiant beaucoup, vous tomberez peut-être un jour sur l'une de ces mystérieuses dunes étoilées. Commentez ci-dessous si vous souhaitez partir à la recherche d'une de ces merveilles. En attendant, poursuivons notre voyage. Vous décidez de vous reposer et vous commencez à descendre le long de la dune. C'est alors que vous entendez des bruits étranges et inquiétants. Y a-t-il des fantômes dans les environs? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène appelé sable chantant? En descendant une pente sablonneuse, vous déplacez les grains de sable qui viennent se frotter les uns contre les autres, créant cette sinistre musique. À chaque pas, le sable sous vos pieds s'anime comme un chœur de fantômes sifflant et chuchotant. Ces bruits vont du bourdonnement sourd aux gémissements aigus. C'est comme si une symphonie d'un autre monde résonnait dans les dunes. Mais bien sûr, les scientifiques ont leur propre explication. Ils attribuent ce phénomène aux bonnes conditions atmosphériques, ainsi qu'à la taille, à la forme et à la teneur en eau des grains. Vous avez presque atteint le pied de la dune, mais attention à ne pas glisser. Lorsqu'une dune de sable atteint un certain degré d'inclinaison, elle forme une pente, et elle devient très glissante. Cette pente se trouve généralement du côté sous le vent de la dune et à l'abri du vent dominant. Les grains de sable commencent à s'accumuler du côté exposé au vent, rampant lentement le long de la pente douce de la dune. À un moment, ils atteignent le sommet. La gravité prend le dessus, et ils commencent à glisser vers le bas, déclenchant un effet de cascade. On dirait une avalanche miniature. Et mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. Le désert du Sahara est immense. Il occupe 8% du territoire mondial. Il est plus grand que les États-Unis ou la Chine. Mais étonnamment, le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. C'est le 3e, derrière l'Antarctique et l'Arctique. Mais c'est sans aucun doute le plus chaud. Les températures y avoisinent les 57 degrés. Cet endroit possède certaines des dunes de sable les plus incroyables que vous verrez jamais. Elles atteignent 450 mètres de haut. Mais le hic, c'est qu'il existe un risque réel que ces dunes continuent de s'étendre et finissent par recouvrir la Terre entière. Curieusement, l'influence du Sahara s'étend bien au-delà de ses frontières. Sa poussière, transportée par des vents puissants, se ferait un chemin jusqu'au Royaume-Uni et à travers le continent européen, en particulier en hiver. Cette poussière, qui se dépose sur le sol lorsqu'il pleut, offre un spectacle familier aux Britanniques, dont les voitures sont souvent recouvertes d'un résidu rouge. Ce lien entre le Sahara, l'Angleterre et l'Europe nous rappelle la portée mondiale des phénomènes environnementaux. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, mais l'Europe pourrait se transformer en désert.
avec des sols infertiles et des habitants privés de nourriture. La terre est un élément fondamental de l'existence humaine, tout aussi essentiel que l'eau et l'air. Sans elle, nos paysages seraient mornes et arides. Le désert du Sahara a déjà franchi la Méditerranée, ce qui est inquiétant et pourrait changer le paysage à jamais. Un cinquième de l'Espagne a déjà été transformé en désert. La prochaine victime sera l'Italie, également confrontée au problème de la désertification. En fait, presque tous les pays européens sont touchés par ce problème. Selon l'expert Maurizio Sciortino, cette terre qui n'a pas changé depuis près de 2000 ans deviendra essentiellement de la roche, et les gens qui y vivent disparaîtront. 60% de la terre de Moldavie a disparu, et le problème s'étend déjà au-delà de la mer Noire. Il a atteint la Chine et la Mongolie, à des milliers de kilomètres du Sahara. Tout cela entraîne des pertes d'environ 4 milliards de dollars par an. La menace est si importante que même les Nations Unies ont commencé à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. L'Italie envoie de l'aide à l'Afrique pour stopper l'expansion du désert. Si ce processus ne s'arrête pas dans les 10 prochaines années, des millions de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. Le désert du Sahara s'étend d'environ 48 km par décennie. Faites le calcul, et vous saurez combien de temps il lui faudra pour recouvrir l'Europe entière. Depuis 1920, le Sahara s'est étendu d'environ 10%. Mais tout espoir n'est pas perdu, car plus de 172 pays se sont unis pour mettre un terme à la désertification du monde. Le Programme alimentaire mondial a pour objectif d'aider à la revégétalisation de la terre qui occupait autrefois le Sahara. Lorsqu'ils ont fait part de leur projet aux habitants de cette grande région, ces derniers leur ont ri au nez en leur disant que c'était impossible. Mais lorsque vous avez un objectif précis en tête, l'impossible devient possible. Si nous retournions environ 5000 ans en arrière, nous trouverions là une belle forêt avec des arbres et une verdure luxuriante. Cela fait 2000 ans que le climat de l'Afrique change, et toute la végétation du Sahara a aujourd'hui disparu. Cette évolution est liée à la rotation de la Terre et aux moussons qui apportent de l'eau à ce continent aride. Mais avec l'aide des scientifiques et quelques astuces, nous pouvons faire revenir tout ce vert et stopper l'avancée du désert. Le fleuve Sénégal sert de frontière entre le désert du Sahara, le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque vous observez cette zone depuis l'espace, vous constatez que le désert s'étend bien jusqu'au Sénégal. La végétation, le long des berges du fleuve, est pratiquement inexistante. Les forêts peuvent servir de barrière, elles empêchent les vents d'emporter le sable et le désert de s'étendre. Des efforts ont été déployés pour créer un grand mur vert, et la manière d'y parvenir est assez impressionnante. Pendant plus de 40 ans, rien n'a poussé dans la zone actuellement restaurée, ce qui a poussé les habitants à trouver d'autres endroits où vivre. Et puis on a compris que la terre pouvait être remise en état. Les gens ont été enthousiasmés, ils se sont engagés à fond et ont appris à travailler le sol et à cultiver des aliments. À l'heure actuelle, plus de 300 km² ont été restaurés et transformés en de nouveaux espaces verts. La région du Sahel est le point de départ de la désertification, et il est crucial d'établir d'abord un mur vert dans cette zone. La réalisation de ce mur n'a rien de sorcier, il suffit de quelques mesures simples. Le sol y est littéralement cuit par le soleil et est aussi dur qu'un bloc de béton. Si vous avez déjà versé de l'eau sur du béton, vous savez qu'elle s'écoule. Elle ne reste pas au même endroit. On a donc dû créer des structures en demi-lune capables de retenir l'eau afin que des plantes puissent pousser. Lorsque vous découvrirez le fonctionnement de ces demi-lunes, vous vous direz peut-être « Mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» En fait, cette technique est ancienne et a déjà été mise en œuvre au Sahel. Mais le temps passant, les peuples l'ont oublié. Lorsque la pluie tombe, l'eau est recueillie dans ces demi-lunes placées un peu plus bas que le sol, sous les courbes de niveau. Il y a aussi une sorte de talus à l'extrémité de la forme. Il empêche l'eau de déborder. Et au milieu, il y a des plantes. Elles prospèrent, car elles disposent de toute l'eau dont elles ont besoin. Il est essentiel de cultiver des plantes locales qui sont habituées aux conditions difficiles de la région, comme le sorgho et le millet. Ces plantes survivent depuis des milliers d'années et produisent de grandes quantités de biomasse, ce qui signifie que la terre peut être réhabilitée plus rapidement et que les gens auront de la nourriture plus tôt. L'eau qui pénètre dans les demi-lunes ne se perd pas.
Elles pénètrent dans le sol et alimentent les nappes phréatiques. Ainsi, l'eau présente dans le sol ne s'épuisera jamais et les générations futures disposeront d'eau potable. Mais cette technique géniale ne se limite pas aux demi-lunes. Les gens tracent également des lignes pour y planter divers légumes, tels que des tomates. Ensuite, il y a des endroits réservés aux arbres, citronniers et orangers, par exemple. Après une longue et chaude journée, rien n'est meilleur qu'une bonne limonade fraîche. Les arbres protégeront également les sols, et avec un peu de chance, il y aura un jour une nouvelle forêt dans le désert du Sahara. La méthode consiste à suivre la dynamique propre aux forêts. On commence avec de petites plantes, puis on passe progressivement à des plantes plus grandes, plus utiles que les petites. L'objectif, planter plus de 10 000 arbres. En ce moment, de nombreuses personnes quittent le Sahara après la saison des pluies. Elles se rendent dans les villes ou quittent tout simplement l'Afrique. À cette époque de l'année, les villages sont déserts. On n'y trouve que des animaux. La plupart des gens sont partis. Peut-on le leur reprocher? Personne ne peut vivre dans le sable où rien ne pousse. Heureusement, grâce à toutes ces anciennes techniques retrouvées, nombreux sont ceux qui, lentement mais sûrement, retournent sur leur terre pour y développer l'agriculture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux et les plantes poussent 12 mois par an. Les gens peuvent donc disposer de nourriture toute l'année. Les gens sont aussi plus sociables maintenant que les villages se repeuplent. Si ce projet fonctionne, l'Afrique sera sauvée et le monde ne se transformera pas en un gigantesque désert. Tu te trouves en Afrique. Ici, la faune et la flore sont uniques, foyer d'une grande variété de cultures et de langues. Surtout, l'Afrique abrite le plus grand désert chaud du monde, le Sahara. Il fait jour et tu as soif d'eau et d'ombre. Tu marches depuis des jours à la recherche d'une de ces précieuses oasis. Tu sens que tu es proche, mais l'horizon ne cesse de s'étendre et de se prolonger. Ton esprit est fatigué et ton corps souffre vraiment de la chaleur. C'est comme si tu avais mangé une assiette entière de piment et encore plus, à en juger par la quantité de sueur que tu transpires. Et quand je dis chaud, je veux dire 38 degrés Celsius en moyenne. Pas étonnant que cela se produise. Après tout, tu te trouves dans le désert le plus chaud du monde. Je dis désert chaud, car les plus grands paysages désertiques sont en fait des paysages froids, situés en Antarctique et en Arctique. Le désert glacé de l'Antarctique fait plus ou moins la taille d'1 million de lacs. Oui, je parle bien de l'aéroport international de Los Angeles. Le désert arctique est juste un peu plus petit que ça. Au cas où tu ne le saurais pas, le désert du Sahara est situé en Afrique du Nord et s'étend de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Il occupe une superficie suffisante pour placer environ 100 000 parcs à thème de Disney World côte à côte. Selon les scientifiques, ces frontières sont en train de s'étendre. Les déserts se forment généralement dans les régions subtropicales, en raison de ce que l'on appelle la circulation de Hadley. L'air monte à l'équateur et descend dans les régions subtropicales. Cette circulation d'air a un effet asséchant qui favorise la formation de paysages désertiques. Depuis les années 1920, on estime que le Sahara s'est étendu de plus de 10%. Comment cela se produit-il? Eh bien, commençons par le début. Tu sais probablement que le désert du Sahara est l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde de nos jours. Pour info, pour qu'un endroit soit considéré comme un désert, il doit recevoir moins de 10 cm de pluie par an. En raison de ce très faible indice de précipitation, les déserts sont traditionnellement des endroits secs et arides. Il y a peu d'humidité dans l'air et les températures diurnes peuvent atteindre 54 degrés Celsius. En général, il n'y a pas beaucoup de vie animale et végétale à cause du manque d'eau. Mais dans le cas du Sahara, cela n'a pas toujours été le cas. Il peut être difficile d'imaginer l'Afrique du Nord sans les tonnes de sable qu'elle possède aujourd'hui. Mais il y a environ 20 000 ans, le Sahara était en fait une grande oasis. Des découvertes récentes montrent des preuves évidentes de ce que les scientifiques appellent désormais le Sahara vert. Au milieu des années 1800, un explorateur allemand qui traversait le Sahara a découvert des peintures et des gravures que des artistes nomades avaient laissées derrière eux. Ce qu'il a vu dans ces peintures ne ressemblait en rien à ce qui l'entourait réellement. Au lieu d'un paysage aride avec seulement des chameaux et une végétation désertique, les peintures rupestres représentaient des animaux de la jungle tels que des girafes et des hippopotames. Il y avait même des images de bétail et d'animaux de pâturage comme des bovins et des moutons, ce qui semble impossible pour le Sahara d'aujourd'hui. Les artistes dessinent généralement ce qu'ils voient autour d'eux. C'est pourquoi cette découverte a vraiment intrigué l'explorateur allemand.
Les dessins étaient si précis que les artistes ont dû avoir un contact étroit avec ces animaux. On peut trouver cet art rupestre dans toute la partie nord du continent africain, du Sahara occidental à l'Arabie saoudite. Les géologues se sont rapidement intéressés eux aussi à cette question et ont trouvé les premiers indices que cela pouvait signifier. Ils ont pu confirmer qu'en fait, l'Afrique du Nord était autrefois beaucoup plus humide. Ils ont trouvé des preuves dans les sédiments des eaux profondes au large des côtes de la Mauritanie. Des carottes de sable et de boue sous-marine, également connues sous le nom de couches d'air saharien, ont montré aux géologues qu'en fait, un Sahara vert était possible. Plus la poussière s'échappe du désert et se dépose au fond de l'océan, plus le climat de la région est sec. Les carottes de sédiments montrent qu'il y avait beaucoup moins de poussière, 2 fois moins, en provenance d'Afrique du Nord pendant la période humide. Cette période est liée au cycle naturel de la Terre. Normalement, la Terre tourne selon une inclinaison de 23,5 degrés. Mais cet angle n'est pas constant et change au fil du temps. L'inclinaison de la Terre est responsable de la quantité de lumière que reçoit chaque hémisphère. Elle affecte plusieurs fonctions de l'écosystème de la planète. À l'époque du Sahara vert, la Terre recevait entre 4 et 8% de plus de lumière solaire qu'aujourd'hui. Ainsi, lorsque la Terre s'est inclinée il y a environ 20 000 ans, l'hémisphère nord a reçu plus de lumière solaire directe, ce qui a affecté les niveaux d'humidité dans la région. Le réchauffement de l'hémisphère nord a eu une incidence sur le fonctionnement des moussons, plus particulièrement la mousson d'Afrique de l'Ouest. Les moussons sont des systèmes de vent qui affectent l'indice de précipitation et les niveaux d'humidité d'une région. Lorsqu'une partie du globe se réchauffe, cela permet à davantage d'air de s'élever. Il se combine avec le vent pour attirer l'humidité dans l'atmosphère. Petit à petit, l'Afrique du Nord est également devenue plus humide. Cette humidité supplémentaire a rendu le Sahara si irrigué qu'il y avait de véritables étendues d'eau dans la région. Avec la croissance de la végétation, les plantes ont mieux retenu l'humidité que le sable nu. Il existe des preuves de l'existence de bassins naturels dans tout le Sahara et de lacs si grands qu'ils pourraient y contenir tous les grands lacs des États-Unis. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de communautés dynamiques dans ce qui est aujourd'hui une zone aride. Apparemment, les cultures anciennes ont su tirer pleinement parti de la période humide de l'Afrique. Selon le chercheur, la population humaine a atteint son apogée dans le Sahara il y a environ 9000 ans. On trouve des traces de foyers, d'outils de chasse, d'hameçons et même de monticules d'eau de poissons. Les archives montrent qu'il y a eu plus de 230 périodes vertes sur une période de 8 millions d'années. Le rayonnement solaire change constamment en raison des cycles orbitaux naturels. C'est pourquoi la Terre assistera très certainement à un autre épisode de Sahara vert. Cela pourrait être dans des milliers d'années, certes, mais cela arrivera. De la même manière que le Sahara deviendra vert, il deviendra aussi de nouveau jaune. Disons-le comme ça pour résumer. Il suffira d'une inclinaison axiale importante et de quelques années de réajustement. Cependant, un autre phénomène retient actuellement l'attention des scientifiques. Des études récentes de la National Science Foundation, menées par l'Université du Maryland, montrent que le Sahara s'est étendu de 10% au cours des 90 dernières années. Ce phénomène se dénomme désertification, ce qui signifie littéralement que les terres fertiles se transforment en terres désertiques. Le désert du Sahara progresse désormais dans la région semi-aride du Sahel. En 1950, cette région comptait 31 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population dépasse les 100 millions d'habitants. Cette croissance démographique rapide a largement contribué à l'expansion du Sahara. Les agriculteurs, autrefois nomades, ont commencé à se sédentariser. L'utilisation des terres s'est intensifiée, ce qui a contribué à affaiblir le sol. La demande de nourriture a entraîné une surexploitation des terres, de sorte qu'une part encore plus grande de celle-ci s'est transformée en désert. L'étude montre également que les cycles climatiques naturels peuvent affecter les précipitations dans le Sahara et le Sahel. Les scientifiques affirment que tous les déserts fluctuent, et pas seulement le Sahara. La frontière d'un désert peut s'étendre pendant l'hiver sec et se contracter durant l'été plus humide. Au sud du Sahara se trouve le bassin du Tchad. Il s'agit d'une étendue d'eau naturelle qui sert désormais d'indicateur de l'expansion du Sahara. Le bassin du Tchad est situé dans la région où le Sahara progresse vers le sud. Un expert en atmosphère et en océan de l'Université du Maryland explique que les précipitations ont fortement diminué dans toute la région. En raison de la réduction des précipitations, il y a moins d'eau dans tout le bassin, et même le lac Tchad s'assèche. Tout comme le Sahara, le désert d'Atacama au Chili, réputé le plus sec du monde, est également en expansion. Il est situé au nord de la ville de Santiago, et sa frontière sud s'étend vers la capitale chilienne. Le climat devient de plus en plus sec ici, et la ville de Santiago risque de devenir elle-même une région aride ou semi-aride.
Les vallées, autrefois fertiles des rivières locales, qui ont vécu de l'agriculture et de l'élevage pendant de nombreuses générations, perdent leurs revenus à mesure que la terre chilienne se transforme en désert. Depuis 2010, Santiago a reçu seulement un tiers de ses précipitations habituelles. En dehors de la ville, les agriculteurs creusent des trous à la recherche de l'or bleu, c'est-à-dire tout simplement l'eau. La situation ici est très similaire à celle du Sahel. Alors dis-moi, as-tu été aussi surpris que moi de découvrir ce qui se passe dans la région sahélienne ? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes. Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre. Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne, pesant environ 30 kg, a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au Musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank. Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville.
Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années. Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps. Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses de la taille d'un humain et d'autres plus petites de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains. Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images. En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés ? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions.
Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles, tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface. Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'ils restent depuis très anciens. Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes fogaras. La fogara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de kana, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Fogaret Ezoa provient sans doute des fogaras, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au Kana, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des Kanas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des fogaras. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les Kanas et les fogaras n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les Kanas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours. Véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone. Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous.
des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser, et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant. Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière. On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles. Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissées là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatiles. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées
sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y eurent campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant,
Je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. En juillet 1990, 4 amis tchèques décidèrent de partir à l'aventure pour trouver le ver intestin mongol, la créature qui a peut-être inspiré le monstre que vous avez vu dans le film Dune. On dit qu'il vit quelque part au fin fond du désert de Gobi. Ils prirent donc l'avion pour la Mongolie, montèrent dans un véhicule tout-terrain et engagèrent des guides locaux pour les aider. Tout cela pour rencontrer cette créature hypothétique qui mesure près de 2 mètres de long, qui crache un acide capable de faire fondre n'importe quoi, et qui peut même projeter des décharges électriques sur ses ennemis. La légende dit que ces aimables bestioles passent la plupart de leur journée cachées sous les dunes de sable, mais qu'elles aiment sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Le moment était donc parfaitement choisi, mais nos amis devaient encore trouver un moyen d'attirer la créature hors de sa cachette. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que ce ver géant aimait manger. Ils construisirent donc une machine spéciale qui émet des bruits de martèlement rythmés. Ils espéraient que cela ferait sortir le gros ver de son trou. Ils passèrent 2 mois fouiller le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses à la recherche du moindre signe de l'effrayante créature. Hélas, cela ne fonctionna pas. Ivan Makerl, qui était le chef de l'expédition de 1990, fit par la suite plusieurs expéditions dans le désert de Gobi. Il essaya une première fois d'attirer le ver géant avec des explosions, et la seconde fois, il utilisa un petit avion pour explorer les dunes. Au fil des ans, des groupes américains, britanniques et néo-zélandais organisèrent de grandes expéditions dans la région pour tenter de trouver la créature. De nombreuses autres personnes vinrent du monde entier par leurs propres moyens, mais personne ne trouva quoi que ce soit. En Occident, on entendit pour la première fois parler du ver intestin mongol grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux servit probablement de modèle au personnage d'Indiana Jones. En 1926, il parle de cette créature dans son livre. Andrews entendit lui-même parler de la mystérieuse créature lors d'une réunion avec des dirigeants mongols qui pourtant ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. L'un d'eux raconta qu'elle ressemblait à une saucisse d'environ 1 demi-mètre de long, sans tête ni pattes. Selon lui, le ver était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous tuer. Et il vivait dans les zones les plus isolées du désert de Gobi. Andrews ne croyait pas que cette créature était réelle, mais il évoqua ses témoignages dans un autre livre. En mai 2005, 4 chasseurs de monstres britanniques professionnels décidèrent de tenter leur chance. Ils firent des dessins du ver et engagèrent des gens du coin pour distribuer des prospectus dans tout le désert de Gobi. Ces prospectus promettaient une récompense à toute personne susceptible de fournir des informations sur la créature, ou de leur en apporter un spécimen. Selon eux, la machine bruyante que les autres explorateurs avaient utilisée avait plus de chances de faire fuir la bête que de l'attirer. Quelqu'un les renseigna, le ver aimait l'humidité. Ils élaborèrent donc un plan visant à bloquer les cours d'eau, afin de créer des zones humides qui attirent vers le ver. Mais cela ne fonctionna pas, car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils finirent par utiliser de petits pièges, mais ne trouvèrent aucune preuve de l'existence du ver. Mais de nombreuses personnes leur racontèrent des histoires sur les créatures étranges qu'elles avaient vues au cours des 70 dernières années. Au fil des ans, les anecdotes sur ce monstre se répandirent dans le monde entier. Selon certaines d'entre elles, il ne mesurerait que 30 cm de long. Selon d'autres, il était aussi grand qu'un être humain. Il était blanc-gris, ou couvert d'écailles, et brun, ou encore charnu et rouge vif. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou encore qu'il avait des ailes, et pouvait voler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être surnaturel maléfique, dépourvu de corps. Si ces histoires sont si différentes les unes des autres, et si toutes ces recherches n'ont jamais rien donné, c'est peut-être parce que la créature n'existe tout simplement pas. Il s'agirait d'un cryptide. Ces créatures telles que le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. En 1983, un scientifique qui visitait la région a appris qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis sa main à l'intérieur. Une créature géante l'a entraîné et on ne l'a plus jamais revu. Je plaisante, il a en fait trouvé un boa des sables de Mongolie. Il s'agit d'un serpent trapu, fouisseur, non venimeux, aux petits yeux et aux écailles gris-brun.
Il l'a montré aux habitants de la région pour savoir s'il s'agissait bien du monstre de la légende. Et il semblerait que tous aient répondu par l'affirmative. La plupart des Mongols qui connaissent l'existence du ver croient fermement en sa réalité. Si les gens du pays disent donc communément que ce monstre est un ver, c'est par une sorte de raccourci. Dans de nombreuses cultures mongoles, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour désigner tout animal jugé dangereux, en particulier les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux. Après tout, il ne s'agit pas forcément d'un ver au sens propre. Les vers sont mous, mais une créature vivant dans le rude désert de Gobi devrait avoir une peau assez résistante, plus proche de celle d'un serpent ou d'une sorte de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut projeter de l'électricité ni cracher de l'acide, comme on le dit du ver intestin. Mais certains serpents, comme les cobras, peuvent cracher un venin très dangereux pour l'homme. Si elle était réelle, notre créature aurait une colonne vertébrale et les explorateurs auraient probablement découvert des ossements ou d'autres traces du même genre. Or, on trouve effectivement des fossiles dans tout le désert de Gobi. Les scientifiques y ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures au cours des 100 dernières années. C'est là, par exemple, que les premiers nids d'œufs de dinosaures ont été découverts. Et cela a complètement changé ce que les scientifiques croyaient savoir sur ces grands animaux du passé. C'était la première preuve qu'ils pondaient en des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe de chercheurs exhuma plus d'une centaine de fossiles de dinosaures qui furent transportés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qu'on trouvait là il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient à nos oiseaux modernes. Le mystère du ver intestin n'est toujours pas résolu. Mais il y a une autre énigme que les scientifiques ont réussi à élucider. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur du nom de Marco Polo traversa le désert de Gobi. Il crut entendre des bruits mystérieux, des sons produits par des instruments de musique tels que des tambours. Il en parle dans son livre. Selon lui, il s'agissait des voix d'esprits tourmentés. Les scientifiques modernes appellent cela les sables chantants. Contrairement aux craquements que l'on peut entendre lorsqu'on marche sur une plage de sable, ces bruits du désert sont beaucoup plus puissants, comme ceux d'un instrument de musique jouant des notes profondes et obsédantes. Au fil des ans, les gens ont avancé toutes sortes d'idées sur l'origine de ces sons, comme la présence d'eau souterraine ou de vent qui ferait vibrer le sable. Cependant, ce phénomène n'est propre qu'à certaines dunes, et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Parfois, le vent peut provoquer une petite avalanche, et l'on peut alors entendre cette étrange musique. Mais ce phénomène est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont donc dû aider les dunes à chanter, grimpant jusqu'au sommet, puis se laissant glisser sur le dos en utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Au fur et à mesure que le sable dégringolait, le son commençait à se faire entendre, puis devenait de plus en plus puissant. Les scientifiques sentaient même des vibrations dans leurs mains. Ils ont donc découvert que pour qu'une dune chante, il faut qu'un certain nombre de choses se produisent. Les grains de sable doivent avoir la bonne forme. La dune doit être grande et le sable doit être très sec. Pas de chanson après la pluie. À l'intérieur de la dune, il doit y avoir une couche dure de sable compacté qui agit comme un haut-parleur géant. Cette couche fait rebondir les ondes sonores, rendant le bruit de plus en plus intense et créant une mélodie envoûtante qui vient emplir tout l'air du désert. Et voilà le mystère des dunes musicales résolu.